Le 23 septembre 2017, à 6 heures du matin, Ronan Kerviel et Soisig Le Bihan quittent leur appartement de la rue Carnot à Annecy pour leur entraînement habituel. Leur vélo Specialized, leur casque Giro, leur montre GPS Garmin, tout était parfaitement préparé comme toujours. À 18 heures, ce même jour, leur famille contacte la police. Ils n'étaient jamais rentrés. Pendant 5 années complètes, leurs corps n'ont jamais été retrouvés, aucune trace, aucun indice, comme s'ils avaient simplement disparu dans l'air des Alpes françaises. Mais le 15 août 2022, des alpinistes découvrent quelque chose sur une falaise de 50 mètres de hauteur près du col de la Forclaz, un casque de vélo. À l'intérieur, une petite caméra d'action encore fonctionnelle. Les images qu'elle contenait allaient révéler une vérité si perturbante qu'elle remettrait en question l'intégrité de tout le cyclisme professionnel français. Une vérité pour laquelle 2 jeunes gens passionnés avaient payé de leur vie. Mais que s'était-il réellement passé ce matin de septembre? Et pourquoi leurs corps n'ont-ils jamais été retrouvés? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez des cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, surnommée la Venise des Alpes, est une ville de 70 000 habitants, nichée au bord du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Ses eaux cristallines et ses montagnes environnantes en font un paradis pour les sportifs de plein air. Le cyclisme y est particulièrement populaire, avec des centaines de kilomètres de routes sinueuses qui serpentent entre les sommets alpins. En 2017, la communauté cycliste d'Annecy était soudée et passionnée. Chaque week-end, les pelotons de cyclistes amateurs et professionnels sillonnaient les routes du département, depuis les berges du lac jusqu'aux cols mythiques comme le Semnoz ou la Forclaz. C'était un monde où tout le monde se connaissait, où les nouveaux visages étaient rapidement remarqués et où les performances de chacun étaient suivies avec attention. Ronan Kerviel, 28 ans, était une figure respectée de cette communauté. Originaire de Lorient en Bretagne, il était arrivé à Annecy 5 ans plus tôt, pour un poste de mécanicien dans un grand garage de la ville. Mais sa vraie passion, c'était le vélo. Fils d'un ouvrier des chantiers navals et d'une institutrice, Ronan avait grandi dans une famille modeste où le travail et la persévérance étaient des valeurs fondamentales. Ce qui rendait Ronan unique, c'était sa connaissance technique exceptionnelle des vélos. Et, ayant commencé le cyclisme tard, à 22 ans, il compensait son manque d'expérience juvénile par une compréhension minutieuse de chaque composant de sa machine. Il pouvait diagnostiquer un problème de dérailleur juste au son, ajuster une suspension à la perfection et optimiser la position d'un cycliste avec une précision d'ingénieur. Ses performances s'amélioraient rapidement. En 2016, il avait remporté plusieurs courses régionales et intégré l'équipe cycliste amateur des Alpes du Nord. Son style était reconnaissable, méthodique, constant. Il excellait dans les longues ascensions, où sa condition physique exceptionnelle et sa connaissance du matériel lui donnaient un avantage décisif. Soisig Le Bihan, 26 ans, était arrivé à Annecy 2 ans après Ronan. Diplômée en kinésithérapie de l'université de Rennes, elle avait choisi de se spécialiser dans la rééducation sportive. Son père, Henri Le Bihan, avait travaillé pendant 30 ans dans l'industrie pharmaceutique à Rennes avant de prendre sa retraite. Sa mère, professeure de sciences naturelles, lui avait transmis une curiosité scientifique et une rigueur intellectuelle remarquables. Soisig n'était pas seulement une excellente kinésithérapeute, elle était aussi une cycliste talentueuse. Moins expérimentée que Ronan en compétition, elle compensait par une compréhension anatomique et physiologique du sport qui impressionnait même les entraîneurs professionnels. Elle pouvait analyser les mouvements d'un cycliste et identifier immédiatement les déséquilibres musculaires ou les problèmes de posture qui limitaient ses performances. Le couple s'était rencontré lors d'une course à étapes autour du lac d'Annecy en mai 2016.
Ronan avait fait une chute au kilomètre 15 et Swazik, qui suivait la course pour son travail, l'avait soigné sur place. Leur relation avait débuté par de longues discussions techniques sur l'optimisation des performances cyclistes, mêlant les connaissances mécaniques de Ronan et l'expertise médicale de Swazik. Ensemble, ils formaient un duo redoutable. Ronan préparait leur vélo avec une précision d'horloger, tandis que Swazik élaborait des programmes d'entraînement personnalisés basés sur des analyses biomécaniques détaillées. Leur performance commune s'améliorait spectaculairement, attirant l'attention des clubs cyclistes régionaux et même de quelques équipes professionnelles. Leur appartement de la rue Carnot était devenu un petit laboratoire d'optimisation cycliste. La pièce principale abritait un home trainer haut de gamme, des outils de mécanique vélo, des appareils de mesure de la fréquence cardiaque et une bibliothèque impressionnante de manuels techniques et médicaux. Swazik tenait des carnets détaillés de leurs entraînements, notant non seulement les performances, mais aussi les sensations, les conditions météorologiques, l'alimentation et tous les paramètres qui pouvaient influencer leurs résultats. Leurs amis les décrivaient comme un couple passionné mais équilibré. Ronan, plus introverti, était le perfectionniste technique. Swazik, plus extraverti, était l'analyste stratégique. Ils partageaient une éthique du travail remarquable et une curiosité insatiable pour tout ce qui touchait à l'amélioration des performances sportives. En septembre 2017, ils préparaient leur saison 2018 avec l'objectif de rejoindre une équipe professionnelle. Ronan avait pris un congé sans solde de 6 mois de son travail de mécanicien pour se consacrer entièrement au cyclisme. Swazik avait réduit sa clientèle de kinésithérapie pour libérer plus de temps pour l'entraînement. Leur routine était rigoureusement organisée. Réveil à 5h30, petit déjeuner équilibré préparé selon les recommandations nutritionnelles de Swazik, puis sortie vélo de 6h à 10h. L'après-midi était consacré à la récupération, aux étirements et à l'analyse des données d'entraînement. 3 fois par semaine, il rejoignait le groupe d'entraînement des cyclistes annéciens, un club regroupant les meilleurs amateurs de la région. Le samedi 23 septembre 2017 se levait sous un ciel parfaitement dégagé sur Annecy. Les températures matinales oscillaient autour de 12 degrés, idéal pour un entraînement intensif en montagne. Ronan et Swazik s'étaient couchés tôt la veille, respectant leur routine habituelle avant les sorties importantes. Leur programme du jour était ambitieux, mais parfaitement dans leurs cordes. Un parcours de 120 km, incluant l'ascension du col de la Forclaz, suivi d'une boucle par le col des Aravis avec retour par Faverges. Un entraînement de 4h30 environ, conçu pour travailler l'endurance et la résistance en altitude. À 5h30 précise, le réveil de Ronan sonna. Comme chaque matin d'entraînement, il se leva immédiatement, laissant Swazik dormir quelques minutes supplémentaires. Il préparait toujours le petit déjeuner, flocons d'avoine, bananes, miel, thé vert pour lui, café pour elle. Pendant que l'eau chauffait, ils vérifiaient une dernière fois leur vélo dans le garage de l'immeuble. Swazik le rejoignit à 6h, moins le quart, déjà habillé de son cuissard et maillot aux couleurs du club des cyclistes annéciens. Elle portait sa montre GPS Garmin Edge 820, un cadeau de son père pour ses 25 ans. Ronan utilisait un modèle plus ancien mais tout aussi fiable, le Garmin Edge 500. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, concentrés sur la journée qui les attendait. Swazik consulta les prévisions météorologiques sur son téléphone. Temps sec garanti jusqu'à 16h, vent léger de nord-ouest, températures atteignant 18 degrés en milieu de journée. Parfait pour leur sortie. À 6h-5, ils descendirent au garage. Leur vélo était impeccable. Ronan possédait un Specialized S-Works Tarmac de 2016, équipé d'un groupe Shimano Ultegra Di2 qu'il avait minutieusement réglé. Swazik roulait sur un Trek Emonda SL 6 de 2017, également équipé Ultegra, mais en version mécanique qu'elle préférait pour la fiabilité. Ronan effectua sa vérification habituelle. Pression des pneus, fonctionnement des freins,
alignement des roues, lubrification de la chaîne. Swazik vérifia leur bidon d'eau mélangée à une boisson énergétique maison, leur barre de céréales et leur trousse de réparation d'urgence. À 6 heures pile, ils franchissaient le portail de leur résidence et s'engageaient sur la rue Carnot. Le centre-ville d'Annecy était encore endormi. Seuls quelques joggeurs matinaux et employés de boulangerie circulaient dans les rues. Ils prirent la direction du nord, vers Sevrier, pour rejoindre la route du col de la Forclaz. Leur dernière interaction documentée avec le monde extérieur eut lieu à 6h15. Madame Françoise Dubois, propriétaire de la boulangerie de la rue Royale, les vit passer devant sa vitrine alors qu'elle disposait ses premiers pains. Elle les connaissait bien, car ils s'arrêtaient parfois acheter des croissants après leur sortie du dimanche matin. Ils avaient l'air concentrés comme toujours, témoignerait-elle plus tard aux enquêteurs. Ronan a levé la main pour me saluer quand il m'a vu dans la vitrine. Swazik était derrière lui. Elle regardait sa montre. Ils roulaient à leur rythme habituel, pas particulièrement vite. À 6h30, ils quittaient officiellement Annecy par la départementale 908 en direction de Sevrier. Cette route, ils la connaissaient par cœur. Large, bien entretenue, avec une voie cyclable sur la majeure partie du parcours jusqu'au lac. Le trafic était minimal à cette heure-là, principalement des véhicules de service et quelques travailleurs commençant tôt. Leur itinéraire était classique et parfaitement balisé. Sevrier, puis Dwingt, Saint-Jorioz et enfin l'attaque du col de la Forclaz par Vaison. Une montée de 11 km avec un dénivelé de 650 mètres, qu'ils avaient déjà effectué ensemble, une quinzaine de fois depuis le début de l'année. Jacques Martineau, retraité de 68 ans et cycliste amateur passionné, effectuait sa sortie matinale habituelle, en sens inverse. Il croisa Ronan et Swazik vers 6h45 au niveau du village de Dwingt. « Je les ai reconnus immédiatement », déclarera-t-il aux gendarmes. Ils remontaient vers Saint-Jorioz, roulaient en file indienne avec Ronan devant. Swazik était à environ 3 mètres derrière lui. Ils m'ont fait un signe de la main quand je les ai croisés. Rien d'anormal. Ils semblaient parfaitement détendus. C'est le dernier témoignage visuel confirmé de Ronan Kerviel et Swazik le Bihan vivant. Leur groupe d'entraînement habituel des cyclistes annéciens ne s'inquiéta pas de leur absence lors du rendez-vous de 14 heures à la base nautique du lac. Ronan et Swazik s'entraînaient souvent en solo le week-end, expliqua Marc Beaumont, président du club. Ils avaient un programme très personnalisé et ne participaient aux sorties collectives qu'1 ou 2 fois par semaine. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que l'inquiétude commença à monter. Émilie Kerviel, la sœur cadette de Ronan, étudiante en médecine à Lyon, avait prévu de les appeler à 18 heures pour organiser leur week-end du lendemain ensemble. Aucune réponse sur leur téléphone portable. Vers 19 heures, Émilie contacta Henri Le Bihan, le père de Swazik, qui vivait seul à Rennes depuis le décès de sa femme l'année précédente. Henri n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis mercredi, ce qui était inhabituel car ils se parlaient quotidiennement. Henri Le Bihan prit immédiatement sa voiture pour faire les 450 km jusqu'à Annecy. Il arriva vers minuit et demi et retrouva Émilie Kerviel devant l'immeuble de la rue Carnot. Ensemble, ils utilisèrent les clés de secours que Swazik avait confiées à son père pour pénétrer dans l'appartement. L'appartement était exactement dans l'état où Ronan et Swazik l'avaient laissé le matin. Bols du petit-déjeuner lavés et rangés, lit fait, vêtements de la veille pliés sur la commode. Dans le garage, leur vélo de route était absent, mais leur VTT et le vélo de ville de Swazik étaient présents. Henri Le Bihan contacta immédiatement la brigade de gendarmerie d'Annecy. Le gendarme de permanence, brigadier-chef Laurent Dumont, prit la déposition et lança une alerte de recherche standard. Compte tenu de l'heure tardive et des conditions météorologiques favorables de la journée, il était encore possible qu'ils aient eu une simple panne mécanique ou qu'ils se soient arrêtés chez des amis. Dans un premier temps, nous n'étions pas particulièrement inquiets, reconnaîtra plus tard le brigadier-chef Dumont. Des cyclistes qui rentrent tard, ça arrive régulièrement, surtout avec des passionnés comme eux qui n'hésitent pas à allonger leur parcours si les conditions sont bonnes.
Mais le dimanche matin, l'absence prolongée de nouvelles transforma l'inquiétude en véritable alarme. Henri Le Bihan et Émilie Kerviel se rendirent à nouveau à la gendarmerie pour signaler officiellement la disparition. Le capitaine Julien Marchand, 42 ans, 15 ans d'expérience dans la gendarmerie de Haute-Savoie, prit personnellement en charge l'enquête. Les premières recherches commencèrent immédiatement. L'itinéraire probable de Ronan et Soisic fut reconstitué grâce aux témoignages de Jacques Martineau et de Françoise Dubois. Des patrouilles de gendarmerie sillonnèrent la route du col de la Forclaz, les départementales adjacentes et tous les chemins cyclables de la région. Le peloton de gendarmerie de haute montagne fut mobilisé pour explorer les sentiers les plus escarpés et les zones difficiles d'accès. Des maîtres chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues furent déployés avec les derniers vêtements de Ronan et Soisic pour tenter de retrouver leurs traces olfactives. Pendant 3 jours, plus de 40 gendarmes et une quinzaine de volontaires de la protection civile ratissèrent systématiquement un périmètre de 20 km autour de leur dernier lieu de passage confirmé. Hélicoptères de la sécurité civile, drones de surveillance, plongeurs dans les points d'eau profonds, tous les moyens disponibles furent mis en œuvre. Aucune trace des cyclistes, de leurs vélos ou de leurs équipements ne fut découverte. Les mois qui suivirent la disparition de Ronan et Soisic transformèrent profondément la vie de leurs proches et de toute la communauté cycliste d'Annecy. Henri Le Bihan prit un congé prolongé de sa retraite active. Il donnait des cours de chimie dans un lycée technique de Rennes pour s'installer temporairement à Annecy et coordonner les recherches privées. L'appartement de la rue Carnot devint le quartier général officieux de l'enquête familiale. Henri y installait chaque matin une grande carte de la région où il épinglait méthodiquement tous les témoignages recueillis, toutes les zones fouillées, tous les indices potentiels. Émilie Kerviel faisait le trajet Lyon-Annecy chaque week-end pour l'aider, transformant ses études de médecine en formation accélérée de détective amateur. La théorie officielle de la gendarmerie évoluait au fil des semaines. Initialement, les enquêteurs privilégiaient l'hypothèse d'un accident. Les Alpes françaises comptent malheureusement plusieurs dizaines de cyclistes victimes de chutes mortelles chaque année. Une sortie de route dans un virage serré, une collision avec un véhicule dont le conducteur avait pris la fuite, ces scénarios étaient statistiquement probables. Mais l'absence totale de traces physiques posait problème. Même en cas de chute mortelle dans un ravin, expliquait le capitaine Marchand aux familles, nous retrouvons généralement des débris de vélos, des vêtements, des éléments personnels. Là, c'est comme s'ils s'étaient volatilisés. La piste criminelle fut progressivement explorée. Les gendarmes interrogèrent tous les automobilistes verbalisés sur les routes de montagne ce week-end-là, tous les propriétaires de véhicules accidentés signalés dans les garages de la région, tous les témoins potentiels identifiés grâce aux appels à témoins diffusés dans les médias locaux. Marc Beaumont, président des cyclistes annéciens, organisait chaque dimanche des battues citoyennes. Jusqu'à 150 bénévoles se retrouvaient place Saint-Clair pour ratisser systématiquement les forêts, les ravins, les chemins abandonnés autour d'Annecy. Ces recherches se poursuivirent pendant 8 mois, jusqu'au printemps 2018. Le club cycliste traversait une crise existentielle. Plusieurs membres avaient cessé de participer aux sorties collectives, traumatisés par la disparition de leurs compagnons d'entraînement. D'autres, au contraire, redoublaient d'activité, espérant inconsciemment retrouver Ronan et Soisic au détour d'un col familier. On scrutait chaque cycliste croisé sur les routes, se souvient Catherine Moreau, secrétaire du club. Dès qu'on apercevait 2 silhouettes au loin, le cœur s'accélérait, et puis on se rapprochait, et ce n'était jamais eux. Ça a duré des années. Henri Le Bihan développait ses propres théories d'enquête. Fort de ses 30 années dans l'industrie pharmaceutique, il possédait une mentalité scientifique rigoureuse qui l'amenait à questionner systématiquement chaque hypothèse officielle. Il constitua progressivement un dossier de plus de 200 pages, compilant témoignages, analyses météorologiques, horaires de passage estimés et cartes détaillées de tous les itinéraires possibles. Sa théorie personnelle privilégiait un enlèvement.
Deux cyclistes expérimentés ne disparaissent pas simultanément par accident, répétait-il inlassablement. Et s'il y avait eu crime passionnel ou agression crapuleuse, les corps auraient été retrouvés. Quelqu'un les a enlevés volontairement, et cette personne savait exactement ce qu'elle faisait. Émilie Kerviel, elle, penchait pour un accident impliquant un tiers qui avait dissimulé les preuves par panique. Ronan était mécanicien, argumentait-elle. Il connaissait parfaitement les routes de montagne et les limites de sécurité, mais face à un véhicule qui ne les aurait pas vus ou à un chauffard qui les aurait percutés, même son expérience n'aurait servi à rien. Les enquêtes officielles se heurtaient à des obstacles techniques frustrants. Les téléphones portables de Ronan et Swazik, deux iPhone 6S Apple, n'avaient transmis aucun signal après 6h45 le matin de leur disparition. Les antennes relais de la région confirmaient leur passage à Dwingt, puis plus rien. Leur montre GPS Garmin aurait dû enregistrer l'intégralité de leur parcours, mais sans les appareils physiques, impossible d'accéder aux données. Le service technique de Garmin Europe confirma que les données n'étaient pas automatiquement sauvegardées sur leur serveur pour ces modèles de 2016 et 2017. Les comptes bancaires de Ronan et Swazik ne montraient aucune activité suspecte avant leur disparition. Aucun retrait important, aucun achat inhabituel. Leur dernière dépense documentée datait du vendredi 22 septembre. 43 € de courses alimentaires au supermarché Simply Market d'Annecy-le-Vieux et 28 € d'essence pour la voiture de Ronan à la station Total de la route de Frangy. L'enquête de voisinage révélait un couple sans histoire, sans ennemis connus, sans problèmes financiers ou sentimentaux. Leurs collègues de travail, Ronan au garage Peugeot de la zone industrielle, Swazik dans son cabinet de kinésithérapie de la rue Sommeillé, confirmaient leur stabilité professionnelle et personnelle. Mais au fil des mois, de nouveaux éléments apparaissaient. Thomas Girard, mécanicien travaillant avec Ronan, révéla aux enquêteurs que son collègue s'était montré préoccupé les semaines précédant sa disparition. Il posait des questions bizarres sur certains clients du garage, témoigna Thomas. Des questions sur leurs voitures, leurs habitudes, leurs horaires. Je pensais qu'il préparait une surprise pour l'un d'eux, mais avec le recul, c'était peut-être autre chose. Dr Marine Favre, collègue kinésithérapeute de Swazik, rapporta également des conversations étranges. Swazik s'intéressait beaucoup aux blessures de certains cyclistes professionnels qu'elle soignait, expliqua-t-elle. Elle me demandait mon avis sur des protocoles de récupération très spécifiques, des traitements que je n'avais jamais vus dans notre formation initiale. Ces témoignages orientèrent progressivement l'enquête vers l'environnement sportif du couple. Le capitaine Marchand interrogea méthodiquement tous les cyclistes professionnels et amateurs de la région, tous les entraîneurs, tous les dirigeants des clubs locaux. C'est là qu'apparut le nom du docteur Marc Lavigne. Docteur Lavigne, 54 ans, était médecin sportif officiel de la Fédération française de cyclisme depuis 2010. Basé à Chambéry, il supervisait le suivi médical des équipes nationales et de plusieurs équipes professionnelles françaises. Il connaissait personnellement Ronan et Swazik pour les avoir rencontrés lors de stages d'entraînement organisés par la Ligue régionale. Un médecin irréprochable, selon tous ses confrères. Diplômé de la faculté de médecine de Grenoble, spécialisé en médecine du sport à l'INSEP, Dr Lavigne jouissait d'une réputation excellente dans le milieu cycliste français. Ses protocoles de récupération et ses programmes de préparation physique étaient réputés parmi les plus efficaces d'Europe. Pourtant, plusieurs témoignages suggéraient que Ronan et Swazik avaient eu des contacts répétés avec lui dans les semaines précédant leur disparition. Sylvie Moulin, réceptionniste du centre médical de Chambéry où consultait Dr Lavigne, confirma 3 rendez-vous du couple en août et septembre 2017. Ils venaient ensemble, toujours en fin de journée, se souvenait Sylvie. Monsieur Kerviel posait beaucoup de questions techniques sur l'optimisation des performances. Mademoiselle Le Bihan prenait des notes très détaillées. Il restait parfois plus d'1 heure en consultation. Dr Lavigne, interrogé par les gendarmes en décembre 2017, confirma ces rendez-vous tout en minimisant leur importance.
Je suivais leur progression sportive dans l'optique d'une possible intégration en équipe professionnelle, expliqua-t-il. Ronan et Swazik étaient des athlètes sérieux avec un potentiel intéressant. Mes consultations portaient sur l'optimisation de leur entraînement et la prévention des blessures. Aucun élément ne permettait de mettre en cause Dr Lavigne. Son emploi du temps du 23 septembre était documenté. Consultation à la clinique de Chambéry de 8h à 12h. Déjeuner professionnel avec des confrères au restaurant Le Comptoir du 7e, puis visite familiale chez sa sœur à Aix-les-Bains jusqu'en soirée. L'enquête officielle entra progressivement en phase de sommeil. Après 18 mois de recherches intensives, la brigade de gendarmerie d'Annecy classa provisoirement le dossier en attente de nouveaux éléments. Le capitaine Marchand fut muté à Grenoble en juin 2019 et le suivi du dossier fut confié au lieutenant Sarah Bonneval, nouvellement affecté à Annecy. Henri Le Bihan refusa cette mise en sommeil et poursuivit ses recherches personnelles. Il engagea ses propres économies pour financer un détective privé, Alain Mercier, ancien commissaire de police reconverti dans l'investigation privée à Lyon. Pendant 6 mois, Mercier mena ses propres enquêtes, interrogeant à nouveau tous les témoins, explorant de nouvelles pistes, analysant les éléments sous des angles différents. Ses conclusions rejoignaient celles de Henri Le Bihan. Ronan et Swazik ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû découvrir, écrivait Mercier dans son rapport final. Leur disparition est probablement liée à leur activité cycliste, mais pas à un simple accident de la route. Le 15 août 2022, 5 ans jour pour jour après la disparition, la montagne allait finalement livrer son secret. Pierre Chamonin, guide de haute montagne de 56 ans, et son client David Arnaud, ingénieur informatique parisien de 38 ans, effectuaient l'ascension de la face nord du Tournette, un sommet de 2351 mètres qui domine le lac d'Annecy. Cette voie d'escalade, côté AD, assez difficile, était un classique des Alpes pour les alpinistes confirmés. La journée s'annonçait parfaite, ciel dégagé, température de 6 degrés au sommet, vent nul. Chamonin et Arnaud avaient commencé leur ascension à 4 heures du matin depuis le chalet de l'Aulpe de Montmain, suivant l'itinéraire classique par l'arête est. Vers 11 heures, à environ 50 mètres du sommet, David Arnaud aperçut quelque chose d'inhabituel, coincé dans une fissure rocheuse de la paroi verticale. Au début, j'ai pensé que c'était un débris de textile laissé par un alpiniste précédent, racontera-t-il plus tard. Mais la forme était trop régulière, trop artificielle. Pierre Chamonin s'approcha de l'objet avec les précautions d'usage. Il s'agissait d'un casque de vélo de route, modèle Giro Sainte Mips, couleur blanc et bleu. Le casque était coincé dans la roche, à exactement 48 mètres de hauteur, au-dessus du sentier de randonnée le plus proche. Ça m'a immédiatement intrigué, explique Pierre Chamonin. Un casque de vélo de route à cette altitude et dans cette position, ça n'avait aucun sens. Les cyclistes ne viennent jamais dans cette zone. C'est un terrain exclusivement réservé à l'alpinisme et à la randonnée de haute montagne. Le guide examina attentivement l'objet avant de le décrocher. Le casque était en excellent état de conservation, malgré 5 années d'exposition aux intempéries alpines. Plus surprenant encore, il découvrit à l'intérieur une petite caméra d'action GoPro Hero 5 Session, solidement fixée par un système d'attache spécialisé. Cette caméra était positionnée de manière très professionnelle, observe Chamonin. Ce n'était pas un montage amateur. Quelqu'un qui connaissait parfaitement le matériel avait installé ce système. Pierre Chamonin connaissait l'affaire de la disparition des cyclistes d'Annecy. Comme tous les guides de la région, il avait participé aux battues citoyennes organisées en 2017 et 2018. Il redescendit immédiatement avec David Arnaud et contacta la gendarmerie depuis le parking de l'Aulpe de Montmain. Le lieutenant Sarah Bonneval se rendit sur place dans l'heure qui suivit, accompagné du maréchal des logis-chefs Romain Delacroix, spécialiste en investigation technique. Ils procédèrent à un examen préliminaire du casque et de la caméra avant de les transférer au laboratoire de police scientifique de Lyon. L'analyse du casque révéla immédiatement des éléments troublants.
Le numéro de série correspondait exactement au modèle acheté par Ronan Kerviel, chez Decathlon Annecy, en avril 2017. Les traces ADN prélevées à l'intérieur confirmaient formellement l'identité du propriétaire, mais c'est l'examen de la caméra GoPro qui allait bouleverser l'enquête. Malgré 5 années d'exposition aux conditions climatiques extrêmes de la haute montagne, la carte mémoire de 32 gigaoctets était parfaitement lisible. Elle contenait 2 heures et 43 minutes de séquences vidéo, enregistrées entre le 6 septembre et le 22 septembre 2017. Les premières rushs montraient des séquences d'entraînement cycliste parfaitement banales. Ronan et Swazik sur leur vélo, roulant sur les routes familières autour d'Annecy, s'arrêtant pour ajuster leur position, analysant leur performance. La qualité de l'image était excellente, la stabilisation parfaite. Mais les dernières séquences, datées du 22 septembre 2017, soit la veille de leur disparition, révélaient des images totalement inattendues. La séquence du 22 septembre commençait de manière anodine. Ronan et Swazik roulaient sur une route secondaire que les enquêteurs identifièrent rapidement comme la départementale 912, entre Sévrier et Dwingt. L'horodatage indiquait 16h32. Mais au lieu de suivre leur itinéraire habituel, ils quittaient soudain la route principale pour s'engager sur un chemin forestier privé. La caméra de Ronan filmait Swazik devant lui, pédalant avec détermination sur le sentier caillouteux qui serpentait entre les sapins. Il s'arrêtait devant un portail métallique marqué « Propriété privée, accès interdit ». Swazik descendait de son vélo et sortait une clé de sa poche. Elle déverrouillait le cadenas et poussait le portail. « Où ont-ils trouvé cette clé ?» s'interrogea immédiatement le lieutenant Bonneval en visionnant les images. « Et pourquoi avait-il accès à une propriété privée dans ce secteur ?» Le cadastre révéla que cette parcelle de 12 hectares appartenait à la société Alpes Wellness, une entreprise spécialisée dans les équipements de remise en forme et de rééducation sportive. Le gérant officiel était Dr Marc Lavigne. Ronan et Swazik pédalaient encore 800 mètres sur le sentier forestier avant d'atteindre un complexe de bâtiments dissimulés dans la forêt. La construction principale était un hangar métallique de dimension importante, flanqué de 2 constructions plus petites qui ressemblaient à des laboratoires ou des bureaux. Ils cachaient soigneusement leurs vélos derrière un abri en bois et se dirigeaient vers le bâtiment principal. Swazik portait un petit sac à dos duquel elle sortait une seconde clé. Il pénétrait dans le hangar. Ce que la caméra révélait alors dépassait tout ce que les enquêteurs avaient imaginé. L'intérieur du hangar abritait un laboratoire clandestin parfaitement équipé. Des centaines de flacons étiquetés s'alignaient sur des étagères métalliques. Des appareils de mesure sophistiqués, centrifugeuses, microscopes, analyseurs sanguins occupaient plusieurs tables de travail. Au fond du laboratoire, une chambre froide industrielle bourdonnait silencieusement. Mais le plus troublant était la présence de matériel médical spécialisé, poches de perfusion, seringues de précision, flacons de prélèvement sanguin et surtout une machine d'analyse génétique de type PCR que Swazik identifia immédiatement sur la vidéo. « Regarde ça !» murmurait la voix de Swazik, audible sur l'enregistrement. « C'est exactement ce que tu pensais. Il fabrique des substances prohibées ici. » Ronan filmait méthodiquement chaque élément du laboratoire. Les étiquettes sur les flacons portaient des noms techniques complexes. EPO de synthèse, facteur de croissance, modulateur sélectif des récepteurs androgéniques, inhibiteur de myostatine. Tous ces produits étaient strictement interdits par l'Agence mondiale antidopage. Mais plus troublant encore, Swazik découvrait dans la chambre froide des dizaines d'échantillons sanguins étiquetés avec des noms de cyclistes professionnels français et européens. « Mon Dieu !» murmurait-elle, « il manipule les contrôles antidopage. Il remplace le sang contaminé par du sang propre. » La caméra enregistrait pendant 43 minutes l'exploration systématique du laboratoire. Ronan et Swazik photographiaient avec leur téléphone chaque élément compromettant, chaque document, chaque flacon. Ils semblaient suivre un plan préétabli, comme s'ils savaient exactement quoi chercher. Dans le bureau adjacent,
ils découvraient des documents encore plus accablants. Des factures de la société Alpes Wellness, adressées à plusieurs équipes cyclistes professionnelles européennes. Des tableaux de suivi médical personnalisés pour des dizaines d'athlètes de haut niveau. Des protocoles de dopage sophistiqués adaptés au calendrier de compétition. Et surtout, un carnet manuscrit tenu par Dr Lavigne lui-même, détaillant les programmes d'optimisation physiologique mis en place depuis 2015. Les sommes en jeu étaient considérables, plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour cette activité clandestine. « Regarde les noms », chuchotait Ronan en filmant une liste de clients. Pratiquement toute l'élite du cyclisme français et plusieurs équipes du World Tour. Si ça se sait, c'est tout le sport qui s'effondre. Swazik découvrait également des documents prouvant la complicité de plusieurs médecins de la Fédération française de cyclisme, de dirigeants d'équipes professionnelles et même de contrôleurs officiels antidopage corrompus. Le réseau était tentaculaire et impliquait des personnalités de premier plan du cyclisme européen. Vers 17h15, selon l'horodatage de la caméra, ils quittaient le laboratoire après avoir soigneusement remis en place tous les éléments déplacés. Ils verrouillaient le bâtiment, récupéraient leur vélo et rebroussaient chemin vers la route départementale. Mais au moment de franchir le portail d'entrée de la propriété, la caméra captait un bruit de moteur au loin. Ronan et Swazik s'immobilisaient instantanément, l'oreille tendue. « Tu entends ça ?» demandait Swazik visiblement inquiète. « Oui, une voiture qui remonte vers nous, » répondait Ronan. « Il faut partir, maintenant. » Ils refermaient précipitamment le portail, enfourchaient leur vélo et s'éloignaient rapidement sur la départementale en direction d'Annecy. La caméra filmait leur dos qui s'éloignait dans le crépuscule de septembre. C'était la dernière image de Ronan Kerviel et Swazik Le Bihan vivant. L'analyse technique de la vidéo par les spécialistes de Lyon révélait d'autres éléments troublants. La qualité de l'enregistrement et la stabilité des images suggéraient que Ronan portait un système de fixation professionnel, probablement intégré dans son casque depuis plusieurs semaines. Ce n'était pas une improvisation, mais une opération planifiée. De plus, l'expertise du couple dans l'exploration du laboratoire indiquait qu'il possédait des connaissances précises sur ce qu'il cherchait. Swazik identifiait immédiatement les produits chimiques et leur usage. Ronan savait exactement quels documents photographier. Ils agissaient comme des enquêteurs expérimentés. Le lieutenant Bonneval comprit immédiatement les implications de cette découverte. Ronan et Swazik avaient découvert l'un des plus importants réseaux de dopage du cyclisme européen. Ils avaient constitué des preuves accablantes contre des personnalités influentes du sport français, et ils avaient été éliminés pour protéger ce secret. Mais une question cruciale demeurait. Comment leur corps et leur vélo avaient-ils fini par s'échouer à 50 mètres de hauteur sur la face nord du Tournet ? L'enquête prit une tournure dramatique le 28 août 2022. Armé des preuves vidéo découvertes dans la caméra GoPro, le lieutenant Bonneval obtint un mandat de perquisition pour la propriété d'Alpes Wellness et le domicile du docteur. Marc Lavigne, à Chambéry. La perquisition du laboratoire clandestin confirma point par point les révélations de la vidéo. Les enquêteurs découvrirent non seulement les équipements de fabrication de substances dopantes, mais aussi des archives détaillées remontant à 2015. Le réseau dirigé par Dr Lavigne avait fourni des produits prohibés à plus de 40 cyclistes professionnels européens, générant un chiffre d'affaires de près de 15 millions d'euros en 7 ans. Mais c'est dans le bureau personnel de Dr Lavigne, situé dans sa villa de Chambéry, que les enquêteurs firent la découverte la plus accablante. Un journal intime détaillé où le médecin consignait méthodiquement ses activités criminelles. L'entrée du 23 septembre 2017 était particulièrement explicite. Ronan et Swazik ont découvert le laboratoire hier soir. Jean-Claude les a vus ressortir de la propriété vers 17h30. Ils ont forcément tout filmé, tout photographié. Avec les connaissances médicales de Swazik et l'expertise technique de Ronan, ils ont compris l'ampleur du réseau. Il n'y a plus qu'une solution. Jean-Claude Mortier, 62 ans, était le gardien de la propriété forestière d'Alpes Wellness.
Ancien militaire reconverti dans la surveillance privée, il logeait dans un petit chalet sur la parcelle et assurait la sécurité du site 24 heures sur 24. Interrogé par les gendarmes, Mortier craqua immédiatement. Docteur Lavigne m'avait dit que si quelqu'un découvrait le laboratoire, il fallait l'appeler immédiatement, avoua-t-il. Le vendredi 22 septembre, j'ai vu 2 cyclistes sortir du hangar. J'ai reconnu le couple qui était venu plusieurs fois consulter le docteur. J'ai téléphoné à docteur Lavigne dans la soirée. Le plan d'élimination fut organisé dans la nuit du 22 au 23 septembre. Docteur Lavigne contacta 2 complices. Bruno Reynaud, ancien légionnaire de 45 ans employé comme consultant en sécurité par plusieurs équipes cyclistes professionnelles, et Michel Carré, pilote d'hélicoptère de 53 ans qui assurait régulièrement le transport médical lors des compétitions sportives. Docteur, Lavigne nous avait expliqué que ces 2 cyclistes allaient détruire tout le cyclisme français, témoigna Bruno Reynaud lors de son interrogatoire. Il disait qu'ils avaient des preuves qui compromettraient des centaines d'athlètes innocents, que ça ruinerait la carrière de jeunes coureurs qui ne méritaient pas ça. Le piège fut tendu avec une précision militaire. Docteur, Lavigne connaissait parfaitement les habitudes d'entraînement de Ronan et Soisic. Il savait qu'ils effectuaient leurs sorties longues le samedi matin, qu'ils empruntaient systématiquement la route du col de la Forclaz et qu'ils roulaient toujours en file indienne sur les portions les plus dangereuses. Le samedi 23 septembre à 6h45, Bruno Reynaud et Michel Carré les attendaient dans un véhicule utilitaire, Renault Master blanc, garé sur un point de passage obligé de leur itinéraire, juste avant l'attaque du col de la Forclaz. On devait juste les intimider, prétendit Reynaud, les convaincre de détruire leurs preuves en échange d'argent. Docteur, Lavigne avait préparé une offre de 100 000 € pour acheter leur silence. Mais les événements dégénérèrent rapidement. Quand Reynaud et Carré interceptèrent les cyclistes vers 7h15, Ronan et Soisic refusèrent catégoriquement de négocier. Pire, ils menaçaient de contacter immédiatement la presse sportive internationale avec leur découverte. Soisic nous a dit qu'elle avait déjà envoyé des copies des vidéos à plusieurs journalistes, révéla Michel Carré. Elle mentait, on l'a su plus tard, mais sur le moment, on l'a cru. Bruno a paniqué. La suite fut rapide et brutale. Reynaud neutralisa d'abord Ronan avec un pistolet à impulsion électrique, puis Soisic qui tentait de s'enfuir. Ils chargèrent les 2 cyclistes inconscients et leur vélo dans l'utilitaire et contactèrent docteur Lavigne. Le docteur était fou de rage, raconta Carré. Il criait que tout était foutu, que 20 ans de travail partaient en fumée. Il nous a ordonné de faire disparaître complètement les preuves. Docteur Lavigne rejoignit ses complices avec son propre véhicule vers 8h30. Ensemble, ils transportèrent Ronan et Soisic, toujours inconscients, vers un site isolé en altitude qu'utilisait régulièrement Carré pour ses vols d'entraînement d'hélicoptère. Une clairière à 1400 mètres d'altitude sur les pentes du massif des Bauges. L'hélicoptère de Michel Carré, un Eurocopter AS-350B3 immatriculé FHMCP, était régulièrement utilisé pour des missions de secours en montagne et de transport médical. Personne ne s'étonnerait de le voir évoluer dans le secteur un samedi matin. Docteur, Lavigne leur a fait une injection létale de chlorure de potassium, avoua finalement Bruno Reynaud après 72 heures d'interrogatoire. Il disait que c'était le seul moyen de protéger tout le monde, que c'était pour le bien du sport français. Ronan Kerviel et Soisic, le Bihan, furent assassinés vers 9h30 le samedi 23 septembre 2017 dans la clairière des Bauges. Leurs corps furent ensuite transportés par hélicoptère jusqu'au sommet du Tournette, à plus de 2300 mètres d'altitude. L'idée était de faire croire à un accident d'alpinisme, expliqua Michel Carré. On devait larguer les corps et les vélos depuis l'hélicoptère pour simuler une chute mortelle, mais le vent était trop fort et la manœuvre a mal tourné. Au lieu de s'écraser au pied de la montagne comme prévu, les corps et les équipements restèrent coincés dans les anfractuosités rocheuses de la face nord. Le casque de Ronan, avec sa caméra GoPro toujours fixée, se logea dans une fissure à 48 mètres de hauteur, parfaitement invisible depuis les sentiers de randonnée.
On pensait que les corps seraient retrouvés rapidement, reconnut Dr Lavigne lors de ses aveux, que l'enquête conclurait à un accident tragique et que l'affaire serait classée. On n'avait pas prévu que tout resterait coincé là-haut pendant 5 ans. Les vélos de Ronan et Swazik, leurs téléphones, leurs montres GPS et tous leurs équipements personnels furent jetés dans le lac d'Annecy depuis l'hélicoptère lors du vol de retour. Michel Carré connaissait une zone particulièrement profonde, à 120 mètres de fond, où les objets ne seraient jamais retrouvés. L'enquête révéla également que Dr Lavigne avait tenté d'effacer toutes les traces de ses consultations avec Ronan et Swazik. Il avait détruit leurs dossiers médicaux, supprimé leurs rendez-vous de son agenda informatique et même corrompu sa réceptionniste pour qu'elle nie leur visite. « Je pensais sincèrement protéger le cyclisme français », se justifia Dr Lavigne lors de sa dernière audition. Ronan et Swazik allaient détruire la carrière de centaines d'athlètes innocents. Mon réseau ne concernait qu'une petite élite, pas la base du sport amateur. Mais les investigations approfondies prouvèrent que le réseau de Dr Lavigne avait contaminé le cyclisme français à tous les niveaux. Plusieurs coureurs de l'équipe de France olympique, des vainqueurs d'étapes du Tour de France et même des champions du monde étaient impliqués dans ce système de dopage systématique. L'arrestation de Dr Marc Lavigne, Bruno Reynaud et Michel Carré eut lieu le 30 août 2022. Les 3 hommes furent inculpés d'assassinat avec préméditation, association de malfaiteurs, trafic de substances dopantes et corruption dans le sport professionnel. Jean-Claude Mortier, le gardien de la propriété, fut également arrêté pour complicité d'assassinat. Sa coopération avec l'enquête lui valut une réduction de peine significative. Le procès se déroula devant la cour d'assises de Chambéry du 15 janvier au 12 février 2024. L'affaire fit sensation dans toute l'Europe, révélant l'ampleur de la corruption dans le cyclisme professionnel. Dr Marc Lavigne fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Bruno Reynaud écopa de 25 ans de réclusion criminelle. Michel Carré fut condamné à 20 ans de prison ferme. Jean-Claude Mortier reçut une peine de 8 ans d'emprisonnement. Les conséquences sportives furent dramatiques. 43 cyclistes professionnels furent suspendus à vie par l'Union cycliste internationale. 3 équipes du World Tour perdirent leur licence professionnelle. Plusieurs dirigeants de la Fédération française de cyclisme démissionnèrent ou furent révoqués. La découverte du réseau Alpes Wellness entraîna une refonte complète du système antidopage français. De nouveaux protocoles de contrôle furent mis en place avec des vérifications inopinées sur tous les sites médicaux officiels. L'Agence française de lutte contre le dopage doubla ses effectifs et ses moyens d'investigation. Pour Henri Le Bihan et Émilie Kerviel, la vérité apportait enfin une forme de paix, même si elle ne pouvait atténuer leur douleur. Ronan et Swazik sont morts en héros, déclara Henri lors du procès. Ils ont refusé de se taire face à la corruption. Ils ont choisi l'intégrité plutôt que l'argent. Les corps de Ronan Kerviel et Swazik Le Bihan furent finalement retrouvés le 15 septembre 2023 lors d'une expédition spécialisée de récupération en haute montagne organisée par la gendarmerie. Ils reposaient dans une anfractuosité rocheuse à 63 mètres de hauteur, parfaitement conservés par le froid et l'altitude. Leurs obsèques eurent lieu le 28 septembre 2023 à Annecy, en présence de plus de 1000 personnes. La communauté cycliste française entière se déplaça pour leur rendre hommage. Leurs noms furent gravés sur un monument commémoratif érigé place Saint-Clair, avec cette inscription « Ronan Kerviel et Swazik Le Bihan, morts pour l'intégrité du sport ». Le club des cyclistes annéciens créa la course Ronan et Swazik, une épreuve amateur annuelle organisée chaque 23 septembre sur leur route d'entraînement préférée. Les bénéfices sont intégralement reversés à une fondation de lutte contre le dopage dans le sport amateur. Henri Le Bihan utilisa l'indemnisation civile versée par les assurances de Dr Lavigne pour créer le Centre Swazik Le Bihan à Rennes, un laboratoire de recherche indépendant spécialisé dans la détection des nouvelles substances dopantes. « Ma fille voulait que le sport reste propre »,
explique-t-il. C'est le plus beau moyen de perpétuer sa mémoire. Émilie Kerviel termina ses études de médecine en se spécialisant en médecine légale. Elle travaille aujourd'hui pour l'Agence française de lutte contre le dopage, où ses compétences contribuent à détecter les nouveaux protocoles de triche élaborés par les réseaux criminels. L'affaire Alpes Wellness marqua un tournant historique dans la lutte contre le dopage sportif en France. Elle démontra que derrière les performances exceptionnelles se cachaient parfois des réseaux criminels prêts à tout pour protéger leurs intérêts financiers. Mais elle révéla aussi que des sportifs ordinaires, animés par la simple passion de leur discipline, pouvaient faire preuve d'un courage extraordinaire face à la corruption. Ronan Kerviel et Soisig Le Bihan payèrent de leur vie leur refus de se taire, mais leur sacrifice contribua à assainir durablement le cyclisme français. Aujourd'hui encore, quand les cyclistes d'Annecy gravissent le col de la Forclaz ou longent les rives du lac, beaucoup pensent à ce couple passionné qui a choisi l'intégrité plutôt que le silence. Leur histoire rappelle que derrière chaque sport spectaculaire se cachent des femmes et des hommes ordinaires dont les choix peuvent changer le cours de l'histoire. Le cyclisme français a mis plusieurs années à se reconstruire après le scandale Alpes Wellness. Mais paradoxalement, cette crise a permis l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes et de dirigeants déterminés à maintenir l'éthique sportive au plus haut niveau. L'héritage de Ronan et Soisig dépasse largement le cadre du cyclisme. Leur histoire est devenue un symbole de résistance civique enseignée dans les écoles de sport et les formations d'éducateurs. Elle rappelle que face à la corruption systémique, le courage individuel peut encore faire la différence. Cette affaire nous montre comment la passion sincère pour le sport peut se heurter aux intérêts financiers les plus sombres, mais aussi comment l'intégrité personnelle peut triompher même au prix du sacrifice ultime. Ronan et Soisig ont choisi de risquer leur vie plutôt que de fermer les yeux sur la corruption qu'ils avaient découverte. Leur courage a permis d'assainir tout un sport et de protéger des milliers d'athlètes amateurs de la contamination du dopage professionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices qui menaient vers la découverte du laboratoire clandestin? Pensez-vous que Ronan et Soisig auraient dû accepter l'argent plutôt que de risquer leur vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur une affaire qui a marqué l'histoire du sport français, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles liées au sport. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un autre mystère qui a secoué la France.